Bonjour tout le monde, on va peut-être commencer. Je vais dire quelques mots sur l'association FAIR et le label Finansol, et puis après je passerai la main à Vincent pour qu'il présente ses travaux. Ça vous va? Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'association FAIR, c'est une association qui vise à promouvoir la finance solidaire en France et plus largement aussi en Europe et la fait impact. Et donc le label Finansol, produits financiers, des produits bancaires ou des titres d'entreprise solidaire de l'ESS. Et donc qui redirige une partie des financements vers donc les entreprises solidaires ESUS ou l'ESS de façon générale. Et dans le cadre d'une veille scientifique, en fait, plutôt d'état des lieux de la recherche sur la finance à impact et la finance solidaire, on a décidé de mettre en avant des travaux. Et les premiers travaux qu'on a voulu mettre en valeur, c'est les travaux d'un jeune chercheur, d'un jeune docteur en sociologie qui est Vincent Himmer. Et donc, il va vous présenter ses travaux de recherche et notamment ses travaux de thèse qu'il a fait sur la finance à impact. Voilà. Donc, Vincent, je te laisse commencer quand tu veux. Parfait. Merci beaucoup Philippe, merci Léana pour l'invitation. Je suis ravi de présenter mes travaux aujourd'hui devant les participants du webinaire et puis merci aussi aux gens qui assistent à la présentation. Donc je vais juste partager mon écran. Hop, alors, tac, hop, hop. Vous voyez bien mes slides? Bon, je vois des pouces, Bon, donc Vincent. c'est que c'est bon. Parfait. Donc je me présente. Comme Philippe l'a dit, je m'appelle Vincent Himer, je suis docteur en sociologie. Donc, j'ai soutenu une thèse à Sciences Po Paris en 2024 qui portait sur la finance et l'entrepreneuriat à impact. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de ma recherche. Et aussi, j'ai essayé un petit peu de jouer le jeu et de, de me replonger un petit peu dans le travail que FAIR fait au quotidien, notamment aussi le travail de plaidoyer auprès du régulateur, etc., pour essayer d'ouvrir une discussion avec les personnes ici présentes et aussi éventuellement avec Philippe et Léana. Donc c'est un petit peu ça le programme de la séance. Donc, je vous présenterai tout d'abord rapidement le contenu de la recherche, en quoi elle consiste, les méthodes employées, notamment pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de la recherche en sociologie. Et ensuite, je vous proposerai tout d'abord un petit panorama des enjeux autour de la financiarisation de l'économie, pour ensuite essayer de situer comment la finance solidaire a réussi en fait à préserver l'ESS des dégâts produits par la financiarisation de l'économie au sens large, pour ensuite discuter de l'effet provoqué par la finance à impact à partir des années 2020 en quelque sorte, et dans quelle mesure elle constitue un petit peu un choc vis-à-vis des fondamentaux de la finance solidaire. Et pour conclure, là, dans cette partie-là, j'enlève un petit peu ma casquette de chercheur et c'est un petit peu plus la discussion, lancer une discussion citoyenne sur ces sujets-là et essayer de voir dans quelle mesure la finance solidaire pourrait constituer un modèle pour transformer la finance. Donc, faire une thèse en sociologie. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2019, je l'ai terminée en 2024. La réflexion générale que j'ai poursuivie dans cette recherche, elle est assez simple. En gros, ce qui m'a intéressé tout d'abord, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure la finance à impact reposait sur des pratiques financières qui étaient alternatives ou non, et dans quelle mesure, en fait, elles étaient différentes des pratiques capitalistes conventionnelles. Et donc, là, un peu le fil rouge de ma recherche, c'était d'essayer de me demander dans quelle mesure la finance à impact pouvait participer à une forme de transformation du capitalisme, comme elle le revendiquait dans des publications ou des prises de position publiques. Donc c'est un petit peu cette réflexion générale qui a guidé ma recherche. Et les méthodes que j'ai employées, donc elles sont diverses, à la fois qualitatives et quantitatives. Donc une grande partie de mon matériau qualitatif repose sur des entretiens et des observations, donc plus d'une centaine, où j'ai échangé notamment avec des financiers à impact, des entrepreneurs à impact, des consultants en mesure d'impact aussi.
Donc la quasi-totalité était située à Paris parce que la majorité des acteurs du secteur sont à Paris, même s'il y en a aussi en région de plus en plus. Le deuxième source de matériaux vient aussi d'un travail d'expertise en mesure d'impact pardon, que j'ai mené pour un cabinet de consultants et pour un fonds d'investissement. Et donc, en fait, j'ai proposé des services d'expertise en mesure d'impact à ces acteurs et j'ai collaboré avec eux pour les aider à produire leur activité de mesure d'impact, produire des reportings d'impact. Et ça m'a donné une connaissance pratique et directe de cette activité-là. Et ça m'a notamment facilité le travail pour négocier l'accès à des données plus confidentielles, notamment des données financières auprès de ces acteurs-là. Et cette entrée par des services d'expertise, ça m'a notamment permis de faire des études statistiques euh, à partir notamment des portefeuilles d'un gestionnaire d'actifs en finance à impact, donc qui avait investi dans plus d'une centaine d'entreprises et qui gérait à l'époque de l'enquête environ 150 millions d'euros d'actifs. Et donc, bah, j'ai pu un petit peu étudier en détail le portefeuille de gestionnaire et j'ai aussi mené une étude à l'échelle du marché du capital investissement à impact français, donc à partir des données publiques pour voir un petit peu les évolutions du secteur principal. Donc ça, c'est le cœur des matériaux de ma thèse que j'ai exploité et dont je vais vous présenter les résultats dans la présentation. Donc, pour situer un petit peu le problème de la financiarisation de l'économie, donc la financiarisation de l'économie, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Il y a énormément de travaux sur le sujet. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est un petit peu un panorama synthétique de ces questions, parce que même pour les chercheurs, en fait, c'est parfois difficile de saisir un petit peu les lignes de force et où se situent les tensions prioritaires. Donc, j'ai essayé un petit peu de vous synthétiser ça ici. J'espère que ça sera clair. Donc, la première chose à comprendre dans la financiarisation de l'économie, donc ça, c'est un résultat qui fait consensus dans la littérature depuis presque 20 ans maintenant, c'est que le lieu d'extraction du profit dans l'économie capitaliste s'est déplacé de l'économie réelle, donc c'est-à-dire les marchés de la production, les entreprises industrielles, etc., et s'est déplacé de plus en plus vers les marchés financiers. Donc ça, c'est des mesures statistiques qui montrent que les grands groupes extraient le profit de plus en plus sur les marchés financiers et moins au sein de l'économie réelle, comme c'était le cas, par exemple, au fil du XXe siècle. Donc ça, c'est la première transformation. La seconde, elle se passe plutôt à l'échelle de l'entreprise. Donc, avec ce changement opéré par la financiarisation, il y a une transformation du rôle de l'entreprise. Ça est porté notamment par des théories financières que j'imagine certains d'entre vous doivent être familiers ou familières, qu'on appelle la Shareholder Value Theory, et qui consiste à dire que l'entreprise a pour objectif prioritaire de maximiser la rémunération actionnariale. Donc ça, c'est un modèle qui est encore en vogue, même s'il a tendance à être un petit peu réformé, mais qui a conduit à vraiment changer la fonction de l'entreprise. Et donc, ça a eu des effets très concrets dans la gouvernance des entreprises, qui sont centrées sur la distribution des dividendes et moins sur d'autres questions productives. Et donc ça a produit des effets qui ont été étayés par les travaux académiques et aussi des travaux militants et journalistiques dont on est de plus en plus informé. Donc, un des premiers effets, c'est que cette financiarisation de l'économie, elle participe à certains égards à dégrader la qualité de certains services. Donc, on constate dans le secteur de l'enseignement supérieur ou les secteurs de la santé où on a des dynamiques de financiarisation très intenses, que la qualité des services qui est proposée aux consommateurs peut être dégradée. On a aussi, ça c'est de plus en plus reconnu et le secteur financier réfléchit directement, la dégradation des capacités d'investissement des entreprises. C'est-à-dire que bon, on entend dans la presse souvent que le recours à des actions, au marché financier, le fait de vendre des actions sur les marchés, etc., va extraire le profit et le distribuer aux actionnaires au détriment d'être utilisé pour renforcer les capacités d'investissement et les capacités de développement de l'entreprise. Et enfin,
un autre aspect, comment dire, néfaste de la financiarisation de l'économie, c'est la dégradation des conditions de travail et la déstabilisation de l'emploi. Donc, on a régulièrement aussi dans la presse des cas de fermeture ou de licenciement d'entreprises qui sont pourtant rentables pour, comment dire, poursuivre des plans d'optimisation du niveau de dividende auprès des actionnaires, etc. Donc, en gros, on a un consensus dans la littérature qui constate une forme d'aggravation des inégalités socio-économiques depuis une trentaine d'années, sachant que la financiarisation de l'économie, c'est quelque chose qui a entamé à partir des années 80 avec des dynamiques de dérégulation progressive. Et on constate du coup, au fil de cette période, un renforcement du pouvoir du D'accord. capital sur l'économie. Et donc ça se Alors, on traduit a mis l'exemple dans en le... simplification. Il y a juste un micro à couper. Ton titre, c'est que. Hop, c'est bon, parfait. Et donc ça se constate notamment dans le discours militant parfois par le fait que le culte du profit prendrait de plus en plus en place dans l'économie. Hop. Et donc, ce qu'on constate pourtant, c'est que dans la régulation, notamment depuis 2008, suite à la crise des subprimes, la régulation du secteur financier se concentre beaucoup plus sur des questions de transparence, d'accès à l'information et sur les questions de risque systémique avec les régulations prudentielles et autres, et que le cœur du problème lié à la financiarisation de l'économie et aux enjeux que je viens de lister est relativement peu pris en compte par la régulation. Et donc, une des énigmes, en quelque sorte, qu'essaye de résoudre le champ académique, consiste à se demander comment ça se fait que la domination du secteur financier, pardon, sur l'économie paraisse plus unilatérale, paraisse plus hégémonique, si je puis dire, comparée à la domination qu'exerçaient, par exemple, les grands patrons industriels au cours du XXe siècle. Donc, à cette période-là, au XXe siècle, les grands patrons industriels, ils avaient des pouvoirs significatifs et pourtant, on constate qu'on a des périodes de développement économique et de progrès social qui sont beaucoup plus significatifs en Occident que depuis les années 80 où on constate un recul de certaines conditions socio-économiques des catégories les plus précaires. Donc voilà un petit peu les énigmes centrales qui sont posées par la littérature et une façon d'identifier la source prioritaire du problème, c'est la façon suivante. Donc ça c'est à la fois une synthèse des travaux de la littérature et une proposition issue de mes recherches. Ça consiste en fait à définir la financiarisation de l'économie comme une dynamique en fait, qui transforme les conditions d'extraction du profit et qui transforme par la même occasion les conditions de la lutte des classes. Donc je vous ai fait deux petits schémas pour essayer de simplifier la chose et la rendre digérable dans une présentation aussi condensée. Donc, dans le modèle industriel, on a un système qui fonctionne de la façon suivante, où en fait le profit du capitaliste est extrait à l'échelle de l'entreprise. Et donc là, en quelque sorte, donc là c'est le modèle qui a dominé au 19e et au 20e siècle. Les contre-pouvoirs, donc c'est-à-dire les contre-pouvoirs des parties prenantes, ils ont, comment dire, une capacité d'action directe sur le capitaliste par différents modes d'action. Donc les travailleurs via les grèves, les luttes syndicales, les négociations collectives, ou encore les consommateurs via des formes de boycott ou d'attaque à la réputation. C'est-à-dire que ces parties prenantes peuvent attaquer directement le profit des capitalistes et peuvent en quelque sorte nourrir des leviers d'action et peuvent nourrir des formes de négociation collective. Et c'est à partir de ce modèle-là, globalement, que le développement au XXe siècle s'est stabilisé et c'est ce qui explique pourquoi le développement industriel a aussi eu a une dimension de progrès social parce qu'il a été incorporé à un rapport de lutte qui est institutionnalisé par les négociations collectives et toutes ces choses-là qu'on connaît très bien. Donc ça va être le modèle industriel qui a dominé durant le XXe siècle. Et dans le modèle d'un capitalisme financiarisé, en fait, les choses changent assez radicalement. C'est-à-dire que l'essentiel du profit n'est plus extrait à l'échelle des entreprises, mais il va être extrait à l'échelle d'un portefeuille d'actions. Et donc, bon là, j'apprends rien aux personnes qui travaillent directement dans le secteur financier, mais en fait, ça a un effet très concret sur la lutte des classes. Donc, tout simplement, les contre-pouvoirs des parties prenantes, c'est-à-dire les travailleurs, les consommateurs notamment, ils vont se trouver désarmés face aux capitalistes et face aux dynamiques d'extraction de profit. Et donc, tout simplement, une grève qui va avoir lieu à l'échelle d'une entreprise, déjà, ça va avoir un impact
limité sur le montant des dividendes à l'échelle de l'entreprise, et à l'échelle d'un portefeuille d'actions, les effets sont encore plus minoritaires. Donc en gros, à mon sens, cet changement dans la mécanisme d'extraction du profit et en quelque sorte l'affaiblissement des contre-pouvoirs explique selon moi pour une grande partie pourquoi en fait les mouvements sociaux et les critiques de la financiarisation qui sont relativement assez intenses depuis 20 ans produisent des effets assez limités, c'est-à-dire on a des mouvements comme Occupy Wall Street, des projets de taxe Tobin ou encore les projets de taxe Zuckman qui en fait sont des mécanismes de lutte sociale qui sont assez populaires, qui ont beaucoup de soutien, mais qui n'aboutissent en fait à assez peu de choses et qui ont relativement peu de conséquences sur les régulations et l'encadrement direct des profits financiers. Donc voilà un petit peu la transformation opérée par la financiarisation. Et il faut savoir que, bon, bien sûr, un autre effet, c'est que les capitalistes qui sont situés tout en haut du schéma, dans un modèle financiarisé, sont beaucoup plus diversifiés, c'est-à-dire qu'on a aussi des retraités qui ont des plans d'épargne par action, de l'épargne salariale, etc. Et donc, l'accès au capital est aussi beaucoup plus diversifié. Mais ça ne change rien au fait que cette mécanique d'extraction du profit est relativement beaucoup moins ancrée dans des contextes productifs spécifiques et beaucoup moins attaquable, en quelque sorte, si je peux dire, par les contre-pouvoirs des parties prenantes. Donc ça, c'est l'élément qui est très important à retenir. Et à partir de ça, on peut, à mon sens, bien identifier ce qu'apporte la finance solidaire et comment elle a fait en sorte que l'ESS ne entre pas dans une dynamique de financiarisation de l'économie et qu'elle ait pu un petit peu prévenir de tout ça. Donc, à mon sens, les enjeux centraux au cœur de la finance solidaire qui empêchent ça, ce sont les suivants. Le premier, tout simplement, c'est que la finance solidaire va cibler des secteurs qui sont fortement régulés. Donc, les principales cibles, je vous apprends rien, ça va être le logement social, l'insertion par l'activité économique ou des organismes de santé. Et donc, ces secteurs sont régulés par l'action publique, des subventions, etc. Et donc, là, en quelque sorte, les contre-pouvoirs qui sont inscrits à l'échelle des secteurs de la production sont très forts et donc vont contrebalancer éventuellement les pressions qui peuvent être apportées par le secteur financier. Une autre spécificité à garder en tête, c'est qu'en fait la finance solidaire repose majoritairement encore sur des leviers d'endettement. Donc le financement par capital, l'achat d'actions par des leviers de fonds propres représente encore en 2025 30% des volumes des financements de la finance solidaire. Donc en reposant majoritairement sur de la dette, il n'y a pas d'appropriation des entreprises et des actions par le secteur financier, et donc le rapport de dépendance et de subordination vis-à-vis du secteur productif est significativement réduit. Donc ça, c'est important à garder en tête. Par ailleurs, dans la finance solidaire, la propriété du capital est très encadrée. C'est-à-dire que dans les structures qui sont financées, les statuts régulent fortement le capital. Donc dans les associations, l'appropriation du capital est interdite. On a les scopes où l'appropriation du capital est limitée aux travailleurs, ou dans les sociétés coopératives d'intérêt commun, d'intérêt collectif, on a l'appropriation du capital qui est limitée aux parties prenantes. Donc là, en fait, dans ces statuts-là, les contre-pouvoirs sont directement insérés dans l'actionnariat et du coup, ça permet de limiter les risques inhérents à la financiarisation. Le deuxième levier de régulation du capital qui est au cœur de la finance solidaire et qu'il faut garder en tête, c'est l'encadrement de la mobilité du capital. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'essentiel des gens qui travaillent dans ce secteur-là le savent très bien, mais la finance solidaire repose sur une logique qui consiste à réguler une partie des portefeuilles d'actifs. C'est-à-dire que 5 à 15%, maintenant j'ai vu qu'il y avait des changements réglementaires qui allaient pousser la poche solidaire jusqu'à 15% dans certains cas. Mais du coup, cette contrainte réglementaire fait que on va avoir 15% au maximum du portefeuille d'actifs qui est en quelque sorte ancré dans l'ESS et qui ne peut pas quitter l'ESS. Et donc, en limitant la mobilité du capital de cette manière, on va rendre possible des formes de financement qui vont être moins compétitives et qui vont qui peuvent produire moins de rentabilité. Et ça permet aussi l'émergence d'une communauté professionnelle de financiers, comme avec des organismes comme FAIR, qui sont du coup responsables, spécialisés de l'allocation de ces financements et de cette forme de capital. Et ça permet du coup de réancrer en quelque sorte la finance dans l'économie réelle.
Donc, pour résumer, les deux leviers prioritaires qui ont permis à la finance solidaire de développer ces pratiques-là sans nourrir une forme de financiarisation de l'ESS, ça va être ce qui a permis de réguler la propriété du capital et de réguler sa mobilité. Donc, c'est les deux piliers, à mon sens, qui permettent d'expliquer la spécificité de la finance solidaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi identifier plus clairement les transformations qui sont provoquées par la finance à impact. Donc, c'est essentiellement à partir des années 2020, même si c'est en germe dès les années 2014, avec les premières associations et les ancêtres de FAIRE, etc., ou des associations d'investissement à impact. Mais c'est à partir de 2020 qu'on voit les principales transformations. Donc, ces transformations, quelles sont-elles? Tout d'abord, l'émergence de la finance à impact et de l'investissement à impact à partir des années 2020, ça repose principalement sur des pratiques d'investissement capital. Donc la forme typique, ça va être le fonds de capital investissement. Donc bien sûr, on en a aussi au sein de la finance solidaire, mais avec l'émergence de la finance à impact, c'est de plus en plus mis en avant et c'est un mode de financement qui est de plus en plus promu. Donc là, on n'est plus sur des leviers de dette, mais des leviers d'investissement, d'achat d'actions, qui sont au cœur des dynamiques de financiarisation. Par ailleurs, deuxième phénomène, ce qui accompagne l'émergence de la finance à impact, qui est un changement réglementaire qui est très important, qui est l'ouverture de l'ESS aux entreprises commerciales. Donc ça a commencé en 2014, ensuite ça a été accentué avec les lois en 2019. Mais donc globalement, on a notamment la création d'un statut ESUS pour les entreprises donc sous statut commercial qui revendiquent une utilité sociale. Et donc ça, c'est une transformation qui est, à mon sens, tout à fait majeure du point de vue de l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Donc, en gros, via ce statut, les revenus du travail sont encadrés, donc on a des marges maximales d'écart de revenus entre les dirigeants et les travailleurs, mais les revenus du capital ne sont pas régulés. On a des obligations de réinvestir dans l'entreprise, etc. Mais pour en fait des petites startups qui lèvent des fonds, le réinvestissement dans l'entreprise, c'est ce qui est attendu et ce qui permet le développement. Mais donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans le modèle des entreprises commerciales de l'ESS, qui est un nouveau statut, on n'a pas d'encadrement des revenus du capital. Et donc ça, ce que ça permet, donc ça c'est assez minoritaire, mais j'en ai quand même observé au cours de mon enquête, c'est qu'on a l'émergence d'entrepreneurs sociaux millionnaires qui, en quelques années, deviennent millionnaires alors que leur activité économique repose sur des secteurs qui sont subventionnés et qui reposent sur des rentes publiques. Donc ça, au quotidien, c'est des choses qui paraissent pas surprenantes, mais quand on reprend l'histoire de l'économie sociale et solidaire, l'histoire du capitalisme sur un voire deux siècles, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles. C'est-à-dire que même du point de vue de la théorie libérale, c'était en quelque sorte une hérésie, si je puis dire, c'est que on va avoir des acteurs privés qui vont avoir une activité dont les risques sont grandement assumés par la puissance publique. Donc, c'est des secteurs dont le mode économique repose sur le financement public. Et malgré tout, ils vont avoir une captation de richesses et une personnalisation des richesses très intense à l'échelle individuelle. Et donc, bien sûr, ce n'est pas le modèle standard de l'entreprise sociale. Donc, dans les fonds que j'ai étudiés, c'était une minorité d'entrepreneurs, mais la simple possibilité de ce type de cas, à mon sens, est significative. Et enfin, la deuxième transformation apportée par la finance à impact, ça va être le fait que la finance à impact ne repose pas sur un encadrement de la mobilité du capital aussi significatif. C'est-à-dire que la logique de poche solidaire qui va être inscrite dans la réglementation, qui va être inscrite par un label qui est audité et régulé par un acteur associatif indépendant, comme dans le cas de Finansol, ça n'existe pas. Donc, dans la finance à impact, le fait que des poches solidaires soient réglementées et assignées notamment à l'ESS ou à un profil d'entreprise, ce n'est plus du tout aussi réglementé et c'est généralement laissé à la liberté des acteurs financiers, des institutions financières elles-mêmes. Et donc, on n'est plus du tout dans une forme de régulation aussi rigoureuse que comme on pouvait le voir dans la finance solidaire.
Donc en somme, ce que produit l'émergence de la finance à impact, ça va être à la fois de déréguler la propriété du capital, comme on l'a vu avec ces cas d'ouverture de l'ESS à des entreprises sous statut capitaliste ordinaire, et de réduire la régulation de la mobilité du capital. Donc ces deux piliers qui consistaient qui consistaient un petit peu l'ADN de la finance solidaire ont tendance à être déstabilisés. Les débats professionnels, ils vont beaucoup plus reporter sur des enjeux de reporting, des enjeux de transparence et sur des enjeux de diffusion de la finance à impact à la finance mainstream. Et donc, à mon sens, à partir des années 2020, les risques de financiarisation de l'économie sont beaucoup plus accrus avec l'émergence de la finance à impact qu'ils ne l'étaient avec la finance solidaire. Donc une fois qu'on a fini, qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de façon plus, comment dire, proactive et en prenant en compte, par exemple, la mission de FAIRE, qui a une mission de plaidoyer, de vouloir un peu diffuser les acquis de la finance solidaire au reste de la finance. Donc, il me semble qu'on peut identifier deux manières relativement contradictoires dans l'histoire de réguler le capitalisme financier. Et en ce sens, il me semble que ça peut aider les professionnels de la finance solidaire et les acteurs comme FAIRE d'ouvrir ces discussions et d'être peut-être plus au clair sur ces sujets-là. Donc les deux façons un petit peu contradictoires de réguler le capitalisme financier, à mon sens, on a d'une part encourager la croissance d'un nouveau business. Donc là, ça peut être une manière de penser la régulation. En gros, ça veut dire faire de l'impact un buzzword mainstream qui doit remplacer les autres formes de catégories qui étaient à la mode précédemment, telles que les normes ESG, les normes RSE, et du coup, à certains égards, suivre le modèle des autres finances responsables, comme l'ISR, comme la microfinance, qui sont aujourd'hui de plus en plus décriées. Ou une autre manière de penser la régulation du capitalisme financier, c'est de penser directement la régulation des problèmes que produit le capitalisme financier et d'avoir une perspective qui poursuit une forme de restriction du capitalisme financier et qui, du coup, ne priorise pas des questions de business, de développement d'une niche commerciale, etc. Donc ça, cette perspective, à mon sens, c'est la perspective qui a été adoptée par la finance solidaire et qui a été adoptée par l'ESS d'être orientée vers la question de cette régulation et d'encadrement du capital. Donc, si on veut poursuivre, il me semble que c'est un petit peu la dynamique poursuivie par l'histoire de la finance solidaire, cette logique de régulation du capitalisme financiarisé. À mon sens, il est important de ne pas prioriser un cadrage par la régulation de l'information, qui est souvent mise en avant dans les débats professionnels, donc les questions de transparence, les questions de taxonomie, les questions de mesure d'impact, de RSE, de ESG. Donc ça, en fait, dans l'histoire du capitalisme, réguler le capitalisme par l'information, c'est une forme de régulation qui est extrêmement pauvre et qui est extrêmement inadaptée à des crises sociales ou des crises sociologiques d'ampleur. Donc, dans l'histoire, on a eu d'autres formes de crises sociales que je ne vais pas détailler ici. Les régulations où l'enjeu c'était de stabiliser l'information qui était accessible sur les marchés, etc. C'est une forme de régulation très, très pauvre. Donc il me semble que c'est beaucoup plus intéressant de prioriser des formes de régulation directe du capital qui sont orientées par une volonté de renforcer les contre-pouvoirs des parties prenantes, hein, si on garde en tête le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que les contre-pouvoirs sociaux, donc c'est autant les travailleurs que les consommateurs, ou les partenaires commerciaux des entreprises, etc., puissent en fait exprimer leurs intérêts et venir réguler les intérêts du capital qui s'expriment à partir des marchés financiers. Et donc ça, je vais conclure ensuite là-dessus. En quelque sorte, il me semble que c'est tout simplement ce qui découle de la propre histoire de la finance solidaire. Donc la finance solidaire, c'est reposé sur une régulation à la fois de la propriété et de la mobilité du capital. Et donc, après, donc, j'ai un petit peu écumé le travail de plaidoyer que faisait FAIRE, qui est très intéressant, qui joue à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Et en lisant ça, je me demandais s'il ne serait pas aussi intéressant pour l'organisation de réancrer davantage son activité de plaidoyer dans sa propre histoire directement. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est à la fois intéressée, encore une fois, par cette question de réguler la mobilité du capital et de réguler la propriété du capital. Et donc là, pour conclure et puis ouvrir la discussion et éventuellement avec la salle, j'ai listé quelques propositions qui sont à la fois inspirées de l'histoire de la finance solidaire et des débats qu'on peut avoir dans l'espace public concernant les questions de financiarisation. Donc, pour encadrer la mobilité du capital,
on va avoir les enjeux de fiscalité qu'on retrouve dans les projets notamment de tax Tobin ou tax Zuckman, mais on peut aussi avoir cette question de réguler la composition des portefeuilles, donc ce qui a fait la spécificité de la finance solidaire, en étant extrêmement attentif et extrêmement rigoureux au statut et au label des entreprises qui sont censées percevoir ces fonds solidaires. La force de la finance solidaire, c'est que bah, justement les statuts associatifs, SCOP, c'est des choses qui s'inscrivent dans des siècles d'histoire et de lutte sociale et qui ont du coup une capacité de régulation de l'activité qui sont très fortes. Et enfin, la manière de réguler la propriété du capital. Donc là, c'est des choses notamment qui vont être portées par d'autres chercheurs comme Piketty ou qui sont au cœur, par exemple, du modèle allemand de la codétermination. C'est de faire en sorte que les parties prenantes disposent de droits de vote et puissent affecter directement les décisions financières. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les scopes ou dans les SCIC, mais il me semble qu'une priorité potentielle dans le plaidoyer et dans l'apport que peut apporter la finance solidaire au reste de la finance et aux statuts commerciaux ordinaires, ça serait bah, de contribuer à essayer de pousser le fait que les parties prenantes soient de plus en plus prises en compte dans ces décisions financières, mais dans les entreprises conventionnelles. Généralement, on peut aussi étendre ça à une extension de l'actionnariat et pas que ça soit pas juste des votes, mais aussi un pourcentage d'actions carrément qui soit détenu par les parties prenantes. Et puis enfin, des leviers classiques de redistribution des profits financiers par des logiques de taxes ou d'imposition qui permettent de faire en sorte bah, que cette extraction de profit puisse aussi être conditionnée par des enjeux de réallocation à des activités sociales ou environnementales. Donc j'ai un peu débordé, je m'en excuse. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis preneur de tout commentaire ou questions. Merci beaucoup, Vincent. Si je peux juste réagir sur la présentation, après je pense qu'on pourra laisser les gens poser leurs questions. Euh, Comment toi tu vois un peu l'évolution de la finance à impact en France depuis quelques années et peut-être aussi dans le futur? Euh, je pense que dans la thèse, tu expliques aussi que la finance à impact est très liée à la finance conventionnelle ou la finance traditionnelle, on va dire. Et c'est aussi sa grosse différence avec la finance solidaire, je pense. La finance solidaire a une histoire très ancrée bah, dans le SS, dans l'histoire des coopératives et associations, alors que la finance impact vient plutôt du monde anglo-saxon, on va dire. Est-ce que tu penses que, je sais pas, la finance solidaire va se rapprocher plus de la finance à impact ou que, au contraire, la notion d'impact, comme tu le décris, de buzzword mainstream, va peut-être s'essouffler et peut-être rester dans le monde anglo-saxon et peut-être disparaître en France? C'est quoi ton Hmm. avis là-dessus? Bah effectivement, c'est une tension qui est, je pense, centrale pour le secteur. Même on le voit pour Faire et Finansol qui a un petit peu été contraint de surfer sur la vague parce que c'est aussi une manière de promouvoir les pratiques de la finance solidaire. Moi, à mon sens, sans vouloir faire de pronostic, l'enjeu, il se passe sur la régulation et sur les critères d'encadrement que Faire et que la finance solidaire arrive à un petit peu imposer à cette catégorie d'impact. Si l'essentiel de la notion d'impact est encadré par des questions de mesure et de reporting, c'est-à-dire que faire de la finance à impact, c'est avoir des mesures d'impact, etc. À mon sens, l'avenir de la finance à impact, ça sera comme l'ESG et l'ISR, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui vont se mainstreamiser, mais qui vont avoir une capacité de régulation sur l'activité financière qui est dérisoire. Donc, l'étude des portefeuilles ESG, quand on compare les performances, les placements et tout à des portefeuilles classiques, c'est minoritaire. Et donc ça, en fait, c'est la conséquence de cette tension que j'essayais d'identifier, c'est-à-dire que si on veut réguler une activité, un secteur professionnel, si la logique c'est on veut diffuser une activité commerciale, bah, en fait, ça va forcément avoir une capacité de constriction et d'encadrement très faible, alors que si on entre par les règles et qu'est-ce on impose aux acteurs et quelles règles les acteurs acceptent de s'imposer eux-mêmes, là, il y a une possibilité, je pense, de à la fois surfer sur cette vague de l'impact, mais que ça ait des conséquences sur le secteur financier. Donc là, à mon avis, c'est là que ça se joue, parce qu'on voit quand même que là, quand je regardais l'activité de plaidoyer de Faire, on voit quand même qu'il y a il y a une attention des régulateurs sur ces sujets-là, etc. Donc il y a quand même, je pense, une fenêtre d'opportunité qui est significative et qui, bah, à mon sens, dépendra de la capacité du secteur à un petit peu saisir ces enjeux réglementaires, si je puis dire. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? N'hésitez pas
à activer votre micro et à prendre la parole. Oui, bonjour. Je me permets une question. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de contre-pouvoirs des parties prenantes pour aller au-delà justement des indicateurs et des mesures d'impact? Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Dans la finance solidaire, ces contre-pouvoirs, ils sont assurés par les statuts des organisations. Donc, on a dans les scopes ou les sociétés coopératives les SCIC, en fait, dans les CIC, les consommateurs et les travailleurs sont à l'actionnariat de l'entreprise. Et donc, une manière de renforcer ces parties prenantes, c'est de leur donner un pouvoir de décision dans les décisions financières. Donc, globalement, en fait, l'enjeu, c'est quand le profit est extrait par les capitalistes, ceux qui possèdent les titres financiers, ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde, etc. Très bien, mais en fait, les contraintes économiques, les contraintes structurelles font que quand ça fonctionne socialement, c'est parce qu'il y a des acteurs qui portent d'autres intérêts, notamment les travailleurs, et qui ont leur voix aussi, qui ont leur mot à dire, et que ça permet du coup de faire en sorte que l'extraction de ces logiques de dividendes, la vente d'actions auprès de fonds de capital investissement puisse être ancrée dans ces sujets-là. Et donc c'est des choses comme ça. Et dans l'histoire de la finance solidaire, en fait, il y a des cas qui sont très forts dans plein de situations. Donc voilà un cas. Une autre manière, si j'avais d'autres façons de le voir. Après, une autre manière, c'est aussi la façon dont l'État régule la production, donc les secteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est une autre façon qui est indirecte, bien sûr, et qui est un petit peu, donc là, c'est pas le propre de la finance solidaire de faire en sorte que l'ESS soit régulé à ce point. Ils ont accompagné ça et ils bénéficient de ça. Mais une autre manière aussi, ça peut être de encourager les secteurs en question, donc j'en sais rien, sur les questions environnementales, etc., qui sont déjà beaucoup subventionnés, mais faire en sorte que l'État régule aussi l'activité des entreprises. Et donc ça, c'est une autre manière que des contre-pouvoirs là qui sont amenés par la puissance publique permettent de faire en sorte que l'intérêt du capital ne préempte pas trop les enjeux sociaux et environnementaux. Donc voilà, et puis je pense qu'il y a aussi plein d'autres exemples, mais j'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. D'autres questions? Moi, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Bonjour, merci pour la présentation. C'est plus, voilà, pour, si je comprends bien l'idée, c'est finalement pour faire, c'est de chercher plus à faire du lobbying politique finalement, de montrer que comment l'économie sociale et solidaire a des résultats positifs, que ce soit environnementaux, sociaux, mais aussi que ça fonctionne économiquement, que réellement chercher à promouvoir commercialement auprès d'investisseurs finalement ce type de structure et de mode d'épargne, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est bien sûr, on peut faire un peu des deux, et il y a aussi un enjeu de porter le secteur de la finance solidaire comme un secteur commercial, il faut que ça fonctionne, etc. Mais je pense que là, il y a quand même une tension qui est, à mon sens, qui est importante de clarifier, c'est-à-dire qu'en dernière instance, pour des acteurs, il me semble comme FAIRE, qui sont dans une position citoyenne, le plus important, c'est quoi? C'est est-ce que le secteur a une dynamique de croissance ou est-ce que on a pu réguler la finance et la façon dont elle va parfois avoir des effets sociaux ou environnementaux néfastes. Et donc cette posture, elle est déjà, les deux sont déjà un peu en germe d'en faire. Dans l'activité de plaidoyer, j'ai lu le détail, il y a un peu des deux, il y a un peu de tout. Mais il me semble que il y a quand même, on pourrait préciser davantage les choses. Et la question de la réglementation, à mon sens, pour moi, elle est centrale sur ce sujet-là parce que même quand on lit l'activité de plaidoyer, après, peut-être que c'est des dynamiques stratégiques pour être audible et être entendu par les régulateurs à l'échelle nationale européenne, mais il y a quand même une idéologie qui est que le capital privé va nous sauver. Il faut attirer plus de capitaux privés et ça va nous sauver. Mais ça, dans l'histoire de la régulation du capitalisme, c'est un non-sens. Euh, les avancées apportées au XXe siècle avec les mouvements sociaux, etc., le capitalisme a été et le capital privé a été contraint par des cadres réglementaires de
de mieux redistribuer, de prendre en compte davantage les contre-pouvoirs à l'échelle de l'entreprise. Et c'est ça qui a permis au capitalisme au XXe siècle, dans les 30 glorieuses, etc., de participer au progrès social. C'est pas d'aller convaincre les investisseurs de faire les choses de façon plus respectueuse, etc. C'est de mettre en place et de discuter de règles collectives qui puissent être imposées à l'ensemble des acteurs. Donc c'est une dynamique un petit peu différente. Après, je pense que les professionnels de Schaeffer qui sont directement dans cette activité de plaidoyer, il y a des enjeux de stratégie, comment on présente ça, et peut-être que c'est très clair dans leur tête, je ne sais pas. Donc ça, c'est autre chose. Mais je pense que dans ces enjeux-là, c'est quand même deux tensions assez différentes et que vous l'avez bien résumé. Je pense que c'est important de clarifier un petit peu ces deux manières différentes d'aborder les choses, même si dans le quotidien de la pratique, les deux choses se superposent un petit peu. Oui, bah c'est clair, ouais, merci. C'est vrai que je pense que oui, je pense qu'il y a besoin, il y a besoin effectivement des deux, et c'est vrai que, mais c'est quelque chose d'intéressant, effectivement, que l'enjeu réellement, finalement, c'est de changer le capitalisme, quoi. Finalement, c'est de faire en sorte que, donc après, est-ce que des idées comme le fait de devenir une entreprise à mission, finalement, de faire en sorte que l'objectif finalement d'une société soit pas uniquement effectivement la distribution de dividendes. Est-ce que ça c'est suffisant? Est-ce qu'il faut que toutes les sociétés deviennent des coopératives, ou est-ce que simplement en changeant l'objet social des sociétés, est-ce que c'est suffisant? Ouais. Je pense que sur les sociétés à mission, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire le bon, c'est que la volonté d'élargir et de faire en sorte que ça soit un objectif qui pourrait aller pour toute forme d'entreprise. Il y a un peu cette idée-là de vouloir dire ça devrait être le modèle de l'entreprise standard qui est bienvenu et qui du coup ne vise pas à restreindre, comme les scopes ou les statuts de l'ESS, à un secteur particulier. Et les entreprises capitalistes, elles font leurs affaires dans le reste de l'économie très bien. Donc cette dynamique-là, je pense que c'est très positif. Moi, la limite directe que je vois au statut de société à mission, c'est à nouveau, c'est sur ces enjeux de finalité, de déclaration, de reporting, d'information. Et on n'est pas sur des encadrements. Donc, on regarde l'histoire de l'ESS. Quand on encadre, on fait des statuts qui viennent contraindre l'activité, on contraint le capital. Là, typiquement, en disant avoir un pourcentage minimal d'actionnariat pour les salariés, etc. Là, tout de suite, à mon sens, on a quelque chose qui peut encadrer et constituer un nouveau cadre pour proposer un développement économique plus inclusif, plus écologique, etc. Donc, bien sûr, je pense qu'à partir du moment où on est beaucoup plus au clair sur le fait que l'enjeu, c'est pas que les acteurs capitalistes, au sens le plus large possible, se disent on veut faire des bonnes choses, c'est de mettre des garde-fous. Et c'est à partir de ces garde-fous qu'on avance. Parce que les entreprises, elles peuvent toujours faire de la communication. Ces choses-là, c'est très, très difficile à réguler. Et par ailleurs, je lisais par exemple les entrepreneurs à impact, le mouvement des entrepreneurs à impact, qui avait pris position en 2022 pour mettre en avant un statut d'entreprise à impact plus rigoureux parce qu'ils se plaignaient de la concurrence déloyale qui était faite par les entreprises ordinaires qui reprenaient leur code, leur marketing, etc. Et donc ça, c'est inévitable si on passe par des prises de position qui sont en fait très fluctuantes avec des enjeux marketing. C'est très difficile de venir les réguler. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi piégeux d'entrer par là. Mais la dynamique, je pense, la perspective d'avoir un statut qui permet de réguler tout ça, je pense que c'est une piste qui est riche. Et puis juste, peut-être je ne sais pas si personne n'a des questions, mais au niveau social, on voit la détention du capital par les salariés. Au niveau environnemental, qu'est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il y a des idées, est-ce qu'il faut faire détenir, comment on peut faire pour prendre en compte plus ces enjeux-là au sein de sociétés, est-ce qu'il faut que Ouais. Ouais, ça c'est effectivement la question. Là, c'est aussi le défi posé par le XXIe siècle et la question environnementale. C'est que
On a trouvé certaines solutions, notamment à l'échelle de l'ESS pour ces questions sociales, mais là, effectivement, a priori, je dirais que un peu le modèle, notamment des SCIC ou l'actionnariat, c'est les parties prenantes. Donc là, c'est élargi au-delà de l'entreprise. Je pense que ça peut être une piste intéressante. Mais aussi, ce qui est important de retenir, donc ça, c'est quelque chose, c'est une des réflexions que je menais ailleurs, c'est qu'en fait, avec la question écologique, la difficulté, c'est que l'enjeu, les parties prenantes en question, elles sont pas toutes présentes aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont souffrir des problèmes environnementaux, ils sont pas nés encore. Et donc, en fait, comment on défend les intérêts de gens qui n'existent pas encore? Et donc, en fait, les modèles même de démocratie ou de participation standard, en fait, ils bloquent un petit peu sur ce paradoxe. C'est-à-dire, comment on fait pour défendre ces intérêts-là? Et donc, il y a déjà quelques pistes, typiquement des espèces de collectifs d'acteurs, notamment scientifiques, qui vont faire des formes de veille et qui vont faire des propositions. Donc ça existe déjà. Mais le problème, c'est que généralement, ils font des recommandations et ensuite, les acteurs, notamment réglementaires, ils décident ou pas de valider certains projets. Sauf que si on veut vraiment prendre en compte ces questions, ce type d'acteurs qui seraient un petit peu, entre quelque sorte, les garants des générations futures, il faudrait qu'ils aient un pouvoir qui est aussi bloquant que n'importe quelle partie prenante. Donc voilà un petit peu, élargir les parties prenantes et pas oublier aussi les générations futures via notamment normalement les acteurs scientifiques qui sont un peu en mesure de pouvoir représenter ces intérêts-là. Mais c'est effectivement très complexe. J'avais juste c'est une réflexion qui me venait, c'est il y a tout le sujet des droits de la nature, le fait de faire d'entités vivantes, enfin de rivières, d'écosystèmes, d'en faire des sujets de droit. Et dans ce cas-là, c'est pas seulement les générations futures, c'est actuellement. Et après, voir est-ce que ça peut être des sujets, est-ce que une rivière peut devenir actionnaire d'une société, enfin représentée bien sûr par des êtres humains, mais pour finalement avoir un contre-pouvoir réel au sein de société aussi, et pour pouvoir plaidoyer aussi pour ses propres intérêts de fonctionnement et de lutter contre la dépollution immédiate. Ouais. Ouais, absolument. Je pense que moi, à mon sens, penser les choses en termes de contre-pouvoir et comment on leur donne une capacité d'influencer sur les décisions, il me semble que c'est une piste qui fonctionne assez bien. Donc là, typiquement, oui, sur les droits de non-humains, c'est tout à fait aussi une réflexion à mener. Là-dessus, ça dépasse largement mes compétences, mais c'est tout à fait une discussion, hein, je pense qu'il est important d'avoir à l'échelle de la société, bien sûr. Louise, vous avez une question? Oui, bonjour. Louise Degnaud, je travaille pour Reclaim Finance, mais je suis là à titre personnel. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question très concrète sur votre dernière slide et les modes d'action possibles, notamment pour faire. Vous parliez de donc, réguler la composition des portefeuilles d'actions. Alors, de ce que j'ai compris, c'est ce qu'a été le plaidoyer de faire jusque-là, c'est-à-dire faire en sorte d'augmenter cette part d'actions dirigées vers du solidaire. On arrive aujourd'hui à des fonds qui sont 85-15, comme vous l'aviez dit. Est-ce que du coup, le mode d'action de faire doit rester spécifiquement ça, c'est-à-dire faire en sorte d'augmenter cette part de solidaire dans les fonds, ou d'imposer des produits bancaires qui soient solidaires, qui soient dirigés là-dessus, et quels seraient les obstacles finalement? Ouais. Ouais, ouais. Je pense que la trajectoire un peu tracée par la finance solidaire là, depuis 30 ans, à mon sens, elle a montré ses preuves, hein, donc elle fonctionne très bien. Là, le fait que justement, comme vous disiez, ils ont réussi à étendre encore les poches, je pense que c'est une piste qui est tout à fait riche. En gros, je pense que l'enjeu dans l'activité de plaidoyer, très concrètement, c'est comment on étend ça au-delà de l'ESS et au-delà de la finance solidaire. Il y a la question de comment on fait en sorte que la finance solidaire prenne de l'ampleur, etc. Donc, encore pousser la promotion de ces fonds 90-10, etc., 85-15 pour financer l'ESS. Donc ça, je pense que c'est une piste tout à fait riche et tout à fait intéressante. Ensuite, la question, c'est comment on utilise ce modèle-là pour réguler plus généralement le système économique et la finance mainstream.
Et donc là, c'est un peu plus compliqué parce que on peut pas juste dire il faut flécher 15% de tous les financements vers l'ESS parce que de toute façon, l'ESS, la taille économique ne pourra pas accueillir tous ces fonds. Donc ça serait plutôt d'entamer une réflexion, peut-être qui est déjà en cours au sein de FAIR, hein, je sais pas, hein, j'imagine que c'est pas des réflexions nouvelles non plus, mais d'avoir cette logique de on va limiter une partie du capital à certaines activités qui vont être identifiées de façon très rigoureuse et pas juste par des enjeux de reporting, et de faire en sorte que ça soit un mode de fonctionnement qui puisse se diffuser au-delà de l'ESS, au-delà de la seule finance solidaire. Donc, je pense que cette dynamique-là, elle est très pertinente. Elle a montré que ça fonctionnait bien. Vous vouliez juste réintervenir, Louise, ou je finis Mais si c'est Non, sur non, ce que je pardon, viens de dire, finissez, allez-y. c'était pour rebondir un peu là-dessus. Ouais, allez-y, allez-y. Mais non, mais ce qu'on oppose souvent à la finance solidaire, c'est la question du rendement et Oui, qu'il n'y aurait pas de compétitivité possible oui, entre la finance conventionnelle et solidaire. Donc, je me posais la question de comment on peut, enfin, est-ce que c'est vrai? oui, Je pose la question naïvement, ouais, mais est-ce que surtout, voilà, comment on peut contrebalancer un peu ce ouais. narratif de la rentabilité? Absolument. Non, c'est bien que vous le disiez directement, comme ça je peux. Effectivement, en fait, cet enjeu du rendement, moi pareil, pendant ma recherche, c'est un truc qui me hantait un petit peu parce que je voyais que c'était un enjeu de lutte au sein et dans les coulisses notamment des débats professionnels, mais qui était globalement assez absent des grands rapports sur la définition de la finance à impact, etc. Moi, à mon sens, le stade, bon, je n'ai pas tout à fait résolu ces difficultés-là, mais à mon sens, c'est un peu un piège, en fait, ce débat parce que si on arrive à négocier que 15% d'un portefeuille d'actifs soit pour un secteur, quoi qu'il arrive, la question du rendement, elle est secondaire en quelque sorte. Bien sûr, on va, comment dire, toujours dire, il faut que ça soit compétitif, comment dire, que les épargnants, ils veulent des plans des plans d'épargne qui disposent d'un rendement, etc. Mais en fait, c'est ça la force de la réglementation. En fait, la réglementation, elle va toujours changer le cadre dans lequel le rendement va s'exprimer et va impacter directement les taux de profit en fonction de différents secteurs. Mais donc, si en discutant sur le rendement, en fait, on est toujours pris au piège dans cette question de il faudrait, à mon sens, en fait, en entrant par le rendement, on est dans cette question de on veut étendre la niche commerciale et mainstreamiser le secteur et que tout le monde puisse faire de la finance à impact sans perdre trop d'argent, etc. Donc, en entrant par cette question du rendement qui est centrale pour les professionnels de la finance, etc., on cadre les choses, j'ai l'impression, d'une certaine manière qui est problématique et d'une certaine manière où la finance solidaire pourra pas vraiment s'en sortir parce que oui, on peut montrer que à moyen terme, c'est plus stable, etc. C'est une manière de légitimer le champ. Mais on peut aussi aborder les choses en disant, en fait, la finance solidaire, ça préserve l'économie des risques de la financiarisation, ça a des effets positifs sur l'économie qui sont avérés. Et donc, une des conséquences, c'est que ça peut peut-être avoir un effet sur la rentabilité, mais ce n'est pas le levier central, à mon sens, pour penser l'activité de plaidoyer, etc. Donc après, comment on fait en sorte que ça puisse être traduit à l'échelle des fonds et des acteurs individuels, etc. Ça, c'est toute ça la difficulté. Mais c'est un petit peu il me semble, cette distinction-là, c'est-à-dire que quand on entre par la régulation, l'enjeu central de la régulation, c'est pas le rendement. C'est pas de s'assurer que personne ne perde d'argent. En fait, la sécurité sociale, les différentes formes de régulation qui viennent encadrer le capitalisme et qui viennent essayer de répondre à des crises sociales systémiques, c'est pas des questions de rendement. Donc, bien sûr, les acteurs résistent et essayent d'optimiser leur rendement en répondant à ces régulations-là, mais si c'est pas le prisme par lequel fonctionnent les acteurs comme FAIR qui veulent militer pour, à mon sens, essayer de diffuser des modèles plus inclusifs, plus durables. Je ne sais pas si ça répond un peu, j'ai pas de réponse directe, là c'est assez compliqué comme sujet, mais voilà ce que je Si, si. répondrais. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est un argument qui est retourné systématiquement à toutes ces questions oui, de finance à impact. Mais ouais, après, je pense que c'est difficile quand même de l'éviter complètement. Et Oui, bien donc, sûr. tant qu'on n'aura pas la réponse, je dis on au sens large, mais faire Mm. en particulier, tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question, ou en tout cas avoir un argumentaire bien ficelé là-dessus, c'est vrai que c'est difficile
de faire passer les questions de solidarité, d'écologie dans ces débats-là. Ouais, Mais ouais, merci ouais, beaucoup, en tout cas. bien sûr. Mais après, si ça peut aider, en fait, c'est que ça, c'est un débat, qui me semble très resserré au champ financier, parce que, en fait, genre, résoudre les questions sociales et environnementales à l'échelle du capitalisme, donc sur 2, 3 siècles, c'est la question du rendement, c'est pas ce qui motive les acteurs qui militent pour réguler le système, en fait. Et donc, c'est ça la difficulté d'acteurs financiers, je pense, qui est votre position, qui est, on est des acteurs financiers et en même temps, on veut réguler le système économique. C'est que bah, le secteur financier s'est structuré sur des acteurs. Bah, nous, notre rôle, c'est de savoir optimiser ces questions de rendement, d'avoir des modes de calcul, etc. Mais si on veut réguler le système, entrer par le rendement, en fait, dans l'histoire longue, c'est quelque chose qui est très parti. En fait, on ne peut pas réguler l'activité en entrant par là. Donc après, il faut l'adapter. La question pour vous, c'est comment on diffuse des régulations dans un secteur qui s'est structuré autour de cette question du rendement. Ça, c'est effectivement comment on le rend audible et comment on le rend acceptable. Ça, j'entends tout à fait. C'est une question qui est plus de convainc les gens. Il faudrait réfléchir, effectivement. Mais c'est un sujet, je suis d'accord, c'est tout à fait passionnant et je pense que c'est là le nerf. Effectivement, vous identifiez bien le point le plus sensible, je pense, dans ces sujets-là. Juste pour compléter avec un élément de réponse, Ouais. sur les fonds solidaires, vu que la poche en fait n'est pas cotée et n'est pas liée aux tendances du marché financier, elle agit comme un peu un coussin amortisseur durant les périodes de crise. Donc quand les marchés sont baissiers, les fonds solidaires ont tendance à baisser moins ou à baisser moins vite. Et Mhm. inversement, par contre, dans les périodes haussières, les fonds solidaires vont augmenter, enfin vont croître moins vite. Donc voilà. Ouais. Ouais, ouais, bah, je me souviens bien de ce que, parce que c'est tiré de ce que, des travaux sur le sujet, il me semble, Ouais, Philippe, c'est ça, ouais. c'est Ouais. ça. Bah, je me souviens, ouais, ouais, ça, c'est tout à fait, en fait, ça, je pense que, d'une certaine manière, je pense qu'il faut juste distinguer la stratégie pour vendre ce modèle-là aux autres. Oui. Et donc, ça, c'est un argument qui est solide et qui est très, convaincant. Et garder en tête quand même la stratégie plus profonde une stratégie de régulation. C'est-à-dire que même si c'était pas le cas, en fait, même si c'était pas plus stable ou plus rentable, il faudrait le faire. Parce Oui, que, oui. en fait, il y a des crises. Donc, voilà, donc c'est juste un petit peu ça, distinguer à la fois les outils, comment convaincre, et à la fois qu'est-ce qu'on veut vraiment faire au fond. D'une certaine manière, je suis d'accord, ça, cet outil sur le lisser les risques un petit peu sur à moyen terme, c'est un argument, je pense, qui est très convaincant et qui est tout à fait pertinent pour diffuser un peu la cause au-delà de la seule finance solidaire. Ouais. Eh ben, je pense que si ça te va, on peut mettre fin au webinaire. Ouais, très bien. On te remercie beaucoup et on remercie aussi tous les participants. Merci Et je beaucoup pour pense que les retours. Oui, c'était très, très stimulant et merci pour l'occasion de présenter. Moi, je suis ravi de pouvoir discuter avec des professionnels du secteur sur ces sujets. Donc, merci beaucoup pour ça. est-ce qu'on pourra envoyer ton diapo, tes slides aux participants? Ouais, absolument. Bah, je vous les envoie par mail. J'envoie les animations comme ça, c'est plus lisible et puis pour que ça soit accessible. Avec Super. plaisir. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée à tous, à tout le monde. Merci Merci à toutes beaucoup. et Merci Au beaucoup, tous. revoir. bonne Merci. Bonne journée. journée. Au revoir. Bon, bah, merci Philippe et Léana. Bah, merci à Merci à vous. toi, c'était vraiment super. Mm. Super presse, super défilement d'idées, etc. C'était vraiment très clair, c'était vraiment bien structuré, c'était super. En plus, Bah, vraiment une avec présentation plaisir. adaptée à nous, vraiment Ouais, super ouais, cool. c'est ce que j'ai essayé un peu de faire. Puis ouais, en lisant les trucs que faisait l'assaut et tout, c'est quand même super ce que vous faites. Hein, donc là-dessus, et puis si jamais sur les activités de plaidoyer ou quoi, vous voulez qu'on en discute ou j'en sais rien, moi je suis toujours preneur de ces choses-là parce que ça m'intéresse de graviter autour de ce que fait faire. Parce que je pense que c'est quand même intéressant Ok. et que ça C'est bon peut à savoir, Je ouais. vais en que ça discuter compte. avec Donc Clémence, qui est responsable du ouais. plaidoyer. Donc, Mm. Pourquoi pas? n'hésitez pas, ou même dans d'autres trucs, ça me plaît bien. Donc je suis preneur. Et merci en tout cas pour l'opportunité. Donc, ouais, c'était sympa. Là, il y a quelques personnes
réactive. C'était intéressant. C'était aussi sympa d'avoir les retours parce que c'est toujours un peu difficile là, quand tu es dans la recherche, etc., même si tu as fait le terrain et tout, de toujours bien saisir les nuances et pouvoir adresser aux gens qui sont directs dans le travail au quotidien, etc., sur ces choses-là. Mais je pense que... Et puis c'est bien qu'il y ait des espaces comme FAIR où ils peuvent prendre du recul et discuter de ces choses-là. Ouais, c'est top. Bon, bah peut-être à une prochaine fois et encore merci Avec pour grand tout ça. plaisir. Ouais, Merci beaucoup, Vincent. merci. Bonne journée, Bonne ciao. Au journée. revoir, salut.